Merci d'être présent cet après-midi pour une table ronde dans le cadre du Festival Atmosphère, une table ronde qui s'annonce passionnante et inspirante, en compagnie de nos invités, sur le thème « Repenser le tourisme ». Un sujet aujourd'hui majeur, en effet, compte tenu des impacts environnementaux et sociétaux engendrés par une massification toujours plus importante des flux touristiques à travers le monde. Pourrons-nous donc encore voyager demain comme nous le faisons aujourd'hui ? Alors, la culture du voyage, sans remonter jusqu'aux grandes migrations préhistoriques des espèces humaines à travers le globe, serait née en Occident, en Grèce ancienne, avec les rituels de voyage initiatique, avant que les corporations d'artisans et les communautés savantes sillonnent l'Europe à partir du Moyen-Âge. Le mot tourisme serait quant à lui apparu à la fin du XVIIIe siècle, en anglais, avant d'être repris en français au début du XIXe siècle, à une époque où il est synonyme de refuge et de révolte individuelle contre l'évolution du monde et contre une civilisation en pleine industrialisation. Et l'industrialisation croissante des sociétés occidentales n'épargnera pas longtemps le tourisme, puisque du voyageur solitaire, nous irons jusqu'au tourisme de masse, standardisé et marchandisé, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Pour donner quelques chiffres qui permettent de rendre compte de cette massification exponentielle, en 1968, on comptait 60 millions de touristes à travers le monde. 50 ans plus tard, en 2018, l'année dernière donc, l'Organisation mondiale du tourisme recensait 1,4 milliard de touristes internationaux, alors que les prévisions de 2010, d'il y a seulement quelques années, n'envisageaient franchir ce cap qu'à l'horizon 2020. Nous avons donc franchi le cap des 1,4 milliard de touristes 2 ans avant les prévisions. Dans le même temps, une étude conduite pour la première fois à l'échelle mondiale, qui est parue dans la revue Nature, révélait que l'empreinte carbone du secteur touristique s'avère environ 4 fois plus importante que ce que l'on pensait, et serait responsable d'environ 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Un chiffre qui est là aussi toujours plus à la hausse, puisque de 4 gigatonnes de CO2 en 2010, nous passerions à 6,5 d'ici 2025. Donc, sans compter les tensions et les bouleversements socio-économiques, les dégradations de sites et des écosystèmes, autant de questions qui feront l'objet des discussions cet après-midi, il s'avère aujourd'hui nécessaire de penser ou de repenser les pratiques touristiques dans la société, tant au niveau local que global. Donc, pour refonder notre imaginaire de l'ailleurs, repenser le voyage, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui 5 invités, que je remercie très sincèrement de leur présence. Nous avons Rodolphe Christin, qui est sociologue et essayiste, Guillaume Kromer, fondateur d'Idées Tourisme et président des acteurs du tourisme durable, Mathieu Mouillet, juste en face de moi, globetrotter et écrivain. Nous remercions Michel Joria, qui est président de l'ADEME Île-de-France, et enfin Pierre Josse, qui est cofondateur et rédacteur en chef du guide du Routard. Donc nous allons aborder toutes ces questions avec nos 5 invités, puis nous allons passer à une discussion avec bien sûr les questions du public. Donc nous allons commencer par vous, Rodolphe Christin. Vous êtes donc sociologue, vous êtes essayiste et vous avez publié en 2017 Manuel de l'antitourisme aux éditions Éco-Société, dont la couverture devrait s'afficher d'ici quelques instants. Vous avez également publié L'usure du monde, critique de la déraison touristique aux éditions L'Échappée, ou encore Le tourisme, émancipation ou contrôle social aux éditions du Croquant. À travers toutes ces publications, vous développez une critique, pour le moins radicale, au sens prendre le problème à la racine, du système touristique actuel. Et qu'est-ce qui vous a justement amené à re-questionner en fait, toute cette industrie touristique? Alors merci. Moi au départ je suis un passionné de voyage lorsque j'étais plus jeune. Et puis en voyageant je me suis confronté de plus en plus à une espèce de mise en organisation du monde qui ne m'allait pas parce que j'avais l'impression qu'elle fléchait de plus en plus mes itinéraires. Je rencontrais des types de lieux d'accueil qui étaient de plus en plus standardisés.
et je me suis mis à réfléchir à la question du tourisme. Alors la définition du tourisme, c'est quoi? Globalement, c'est, pour aller vite, c'est le voyage pour le voyage, pour le plaisir de voyager. Ce qui ne va pas de soi dans l'histoire des intentions liées au déplacement, parce que longtemps on s'est déplacé pour des motifs religieux, des motifs commerciaux, des motifs liés à la conquête de territoire. Mais le fait de voyager pour le plaisir ne va pas de soi. Il faut pour ça un certain nombre de conditions qui vont diminuer le coût psychologique du voyage, du déplacement, parce que se déplacer dans l'espace, c'est sortir de ces lieux de reconnaissance, c'est donc se mettre en danger psychologiquement parce qu'on s'isole des siens, on s'isole de son espace de sécurité. Et puis il y a toujours eu aussi un coût physique au fait de se déplacer qui supposait qu'on marche, qu'on aille à cheval, qu'on aille en diligence. Et donc tout cela, on s'exposait aux intempéries. Et le voyage tel qu'on le connaît aujourd'hui, en tout cas le tourisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, a dû s'affranchir de ces contraintes-là pour que le fait de voyager ne soit plus finalement qu'un plaisir, mais au prix, de mon point de vue, d'un appauvrissement de l'expérience de l'ailleurs, d'une transformation de la diversité du monde plutôt vers un peu plus de divertissement. Hein. Je dirais que le divertissement a chassé la diversité. Et tout ça m'a posé problème suffisamment tôt pour que j'écrive le manuel de l'antitourisme et qu'il soit publié en 2008. Alors à sa sortie, il a rencontré peu d'écho. Quelques journalistes un peu curieux se sont dit c'est quoi ce hurluberlu qui critique le tourisme, parce que le tourisme a longtemps bénéficié d'un consensus assez parfait pour les gens, pour les tenants du capitalisme, c'était un moyen de faire des affaires, et puis pour des gens, on va dire, je schématise, je caricature, un peu plus à gauche, c'était la rencontre d'autres cultures, le contact avec la diversité, voire, on en parlait à midi entre nous, un vecteur de paix dans le monde. Et puis progressivement, le tourisme s'est déployé encore plus. Et lors de la réédition du manuel de l'antitourisme en 2018, là par contre, il a rencontré un certain écho. Alors il faut dire qu'entre-temps, le développement du tourisme s'est propagé. Et puis des réactions de contestation ont émergé ici et là, notamment dans de grandes capitales européennes. Ces contestations ne sont pas nouvelles, sauf qu'auparavant, elles étaient très localisées et on en parlait peu. Tandis qu'aujourd'hui, il y a des mouvements de population qui disent « stop au tourisme ». Pourquoi? Parce que finalement, le tourisme rend la vie, dans certains endroits, des habitants à peu près invivable. Donc la question que moi je pose autour du tourisme, c'est une question fondamentalement qui est politique, c'est-à-dire quel est le mode de vie dans lequel on est, quel est le mode de vie auquel on est confronté, qui rend le fait de quitter son domicile et finalement d'oublier le monde, parce que dans les espaces touristiques aujourd'hui, on y va plus peut-être pour oublier le monde que pour le découvrir. Pourquoi cette intention-là est devenue aussi prégnante, voire même est une condition d'une vie vivable pour beaucoup d'entre nous. Et ce qui est intéressant, c'est que dans votre ouvrage, donc le manuel de l'antitourisme, vous abordez cette question aussi comme un point d'entrée pour remettre en question un système global, un système économique et sociopolitique global. Vous critiquez la notion de développement, à laquelle vous ne croyez, enfin en tout cas, développement durable ou tourisme durable, tout ça. Je pense qu'elle fait partie des problèmes écologiques qu'on rencontre aujourd'hui, socio et écologiques qu'on rencontre aujourd'hui, effectivement. Voilà, donc vous interrogez effectivement ces notions qui deviennent parfois aussi pour tout à chacun aujourd'hui des horizons, mais effectivement vous interrogez la mise en œuvre et puis la dimension réellement soutenable des modèles de développement. Donc nous y reviendrons bien sûr, et notamment peut-être nous pouvons aborder avec Guillaume Kromer, qui est donc directeur et fondateur du cabinet de conseil ID Tourisme, un cabinet de conseil et d'ingénierie en tourisme et que vous avez fondé en 2005. Et vous êtes également président des acteurs du tourisme durable, qui est une association qui vise à faire évoluer l'ensemble du secteur vers des pratiques plus responsables. Comment entendez-vous justement la critique de Rodolphe Christin et comment vous vous positionnez plutôt du côté d'un tourisme durable, dont on espère qu'il soit durable? Comment est-ce que vous travaillez auprès des différents acteurs pour justement initier ce changement de modèle? Merci.
C'est marrant parce que quand j'écoute Rodolphe, je me rappelle que quand il avait sorti son bouquin en 2008, moi je me suis exactement dit ça. Je me dis, mais c'est qui ce gars qui vient critiquer le tourisme? Et en fait, plus le temps passe, et en fait, plus je me dis qu'il a raison. Mais c'est vrai qu'au départ, on avait vraiment ce regard, nous, professionnels du tourisme, à discuter et à être entre professionnels du tourisme. On se posait un peu la question, mais qu'est-ce qui vient critiquer le truc et en plus, voilà, il n'y avait pas forcément de... Il y a cette vision, il faut qu'on réduise complètement en fait, le tourisme. Et c'est vrai que nous, au sein de l'association Acteurs du tourisme durable, on regroupe 150 professionnels, des privés, des collectivités locales, qui se posent beaucoup de questions aujourd'hui sur ces questions bien sûr, de tourisme durable, de comment je peux intégrer les enjeux de développement durable, cette espèce d'équilibre parfait entre le social, l'économique et l'environnemental sur le tourisme. Et en fait, tout le monde a un peu sa définition au final du durable et de plus en plus, nous, on commence à aller sur des champs qui sont aussi un peu tabous, qui est de dire est-ce qu'on doit continuer à voyager et à prendre l'avion, quel est le poids carbone en fait du tourisme? Et en fait, on est lié tout simplement aux urgences environnementales, sociales, climatiques en fait, qui se confrontent à nous. Et à partir de là, on devient je ne sais pas si on devient radicaux aussi, mais on se pose quand même des questions qui sont centrales aussi et qui sont liées aussi un peu au business model des entreprises ou des collectivités qui, elles, en fait, sont dans un format de croissance et de recherche de profit ou de retombées économiques. Et donc, en fait, on est là à essayer de trouver des idées, d'accompagner et des solutions pour faire en sorte que le tourisme, impacte moins sur voilà, l'environnement des destinations, mais aussi de l'environnement de manière globale et donc le climat, mais aussi apporte des plus-values aux gens, que ce soit aux voyageurs, mais que ce soit aussi aux populations locales. Quand nous, on travaille avec des collectivités locales, on parle beaucoup de retombées économiques locales et que l'argent ne reparte pas dans des paradis fiscaux ou autres, quoi. Donc là, il y a un vrai enjeu qui est cet équilibre qui doit être recherché. Pour nous, le tourisme a quand même des choses positives et il faut absolument que les choses positives soient beaucoup plus fortes au final que les choses négatives. Mais en face, il y a l'urgence et l'urgence climatique en particulier. C'est ça. Est-ce que vous adhérez à l'idée, par exemple, d'une décroissance touristique telle qu'elle peut être aussi développée par Rodolphe Christin? En tout cas, moi personnellement, clairement, sans casquette professionnelle, oui, je prends plus l'avion, je me cherche des micro-aventures en local, vraiment à repenser complètement mon imaginaire, moi personnellement, en tant que citoyen. Et après, par rapport à l'association et professionnellement, clairement, je pense qu'il faut qu'on pousse à voyager moins, mais mieux, vraiment. Parce que aujourd'hui, c'est plus possible de prendre un vol low cost et de partir pour 2 jours en fait quelque part. Pour moi, c'est une hérésie climatique et en plus, on ne va pas partager grand-chose en local. Donc oui, il faut clairement réduire, mais pour autant, je pense qu'on peut essayer aussi de trouver des pratiques pour peut-être à un moment donné essayer de partir un peu plus longtemps, impacter plus positivement sur les terrains, s'impliquer réellement en fait dans les destinations, plutôt que de faire un peu tout ce qu'on appelle sur la mode, le fast fashion. Ce fast tourisme, ça fonctionne pas. Il faut qu'on retrouve de la lenteur en fait dans tout ça. Ce qui est un peu pas évident dans la société actuelle, mais bon, c'est ce qu'on prône aussi ici, j'imagine. C'est ça. Vous avez évoqué la notion de micro-aventure, donc on verra aussi tout à l'heure avec Mathieu Mouillet ce qu'il en ressort. Mais vous êtes également un voyageur, vous avez aussi beaucoup voyagé et sur les longues distances. Vous avez notamment fait 64 jours de trek au Népal, vous avez parcouru l'Autriche, voilà, vous avez aussi une expérience du voyage du lointain. Est-ce que justement cette réflexion est aussi venue après avoir, on va dire, exploré sur de grandes distances et sur la longue durée toute cette dimension du voyage et de l'itinérance? Ouais, c'est possible que j'ai... Après, il y a plein d'endroits dans le monde où je ne suis pas du tout allé et qui me donnent envie aujourd'hui, mais j'ai un peu fait le deuil en fait, de certaines destinations en me disant peut-être que, en gros, presque mon quota carbone personnel individuel en fait, ne me permettra pas d'aller dans tous les endroits, toutes les montagnes du monde. Je suis très passionné de montagne, dans toutes les montagnes du monde. Mais après, moi,
vraiment l'urgence que j'ai eue, c'est ça, c'est en fait la prise de conscience forte en fait de l'urgence climatique qui me dit c'est plus possible. Donc en fait j'intègre complètement ce paramètre en fait dans mon choix de séjour désormais, en disant même c'est plus une question de prix, c'est de dire bon bah attends, là je vais regarder le prix, mais je vais aussi regarder en fait l'impact carbone de ça, et donc je vais mesurer tout ça par rapport à un ensemble de ma consommation générale et de me dire est-ce que je peux m'autoriser en fait de faire ça à un moment donné ou pas. Et donc forcément l'avion a un tel poids dans le bilan carbone individuel que d'ailleurs j'ai décidé de le renoncer, quoi. Effectivement, essayer de réinventer les pratiques. Et justement, cette mise en expérience de la micro-aventure, nous allons l'aborder avec Mathieu Mouillet. Vous êtes donc globe-trotter, écrivain, blogueur également. Et vous avez entrepris, il y a quelques années, un tour du monde en 18 mois. Vous avez parcouru 25 000 km à travers l'Asie, l'Amérique du Sud, l'Afrique, sur le thème de la musique. Vous avez collecté tout un tas de paysages sonores en fonction des sociétés que vous pouvez traverser et rencontrer sur votre itinéraire. Et suite à ce tour du monde, vous avez décidé d'explorer cette fois-ci la France à travers ce qu'on appelle la diagonale du vide, qui est donc cette partie, cette région qui va de la Meuse jusqu'aux Landes. On voit quelques photos. Voilà, on voit quelques photos, qui sont des territoires peu peuplés, mais qui renferment un vrai potentiel aussi de découverte et d'expérience. Vous en avez tiré un livre, dont la couverture va aussi s'afficher d'ici quelques instants, qui s'appelle « La diagonale du vide ». Un voyage exotique en France, et la notion d'exotisme est là très intéressante, donc on va pouvoir aussi en discuter. Et il y a toutes ces photographies donc, que vous avez pu prendre au fil de votre voyage. Pouvez-vous donc nous parler un petit peu déjà de ces récits entre ce tour du monde qui vous a amené vers finalement ce Tour de France? Comment ça s'est passé en vous, la façon de réinterroger votre façon de voyager? Alors en fait oui, c'était une micro-aventure qui a quand même duré 1 an et demi. Donc c'est quand même c'est une certaine notion du micro. Mais effectivement l'idée de ce voyage en France est née pendant mon tour du monde. Parce que très souvent j'entendais des gens qui me disaient en fait pourquoi vous êtes venus chez nous alors que vous habitez le plus beau pays du monde. Et au début on pense que c'est un peu de la politesse, que les gens ont envie de nous faire plaisir, et puis en fait la phrase revient de manière assez récurrente, et on se dit effectivement peut-être que ça vaut aussi la peine de voir la France comme je voyageais en fait un peu partout autour du monde. Donc j'ai eu envie de finir ce tour du monde par une traversée de la France. Et puis en fait je revenais d'Afrique, on était plutôt dans une saison pluvieuse et froide à peu près à la même époque en fait. Et je me suis dit que c'était pas le moment de finir ce voyage par la traversée de la France, donc je l'ai fait un petit peu plus tard. Et entre-temps, j'ai travaillé un peu dans le marketing, un peu pour une start-up dans le domaine du voyage, et un peu avec des blogueurs. Et en fait, je me rendais compte que tout le monde revendiquait l'idée du voyage qui commence en bas de chez soi. Et en fait, tout le monde partait à Madagascar. Et je me disais qu'il y avait visiblement une contradiction entre les volontés des uns et au final les actes. Et voilà, moi j'étais parisien pendant 15 ans. Je m'y retrouvais plus tellement à Paris. J'avais vraiment besoin de nature, j'avais besoin d'arrêter de courir, d'un peu de grand air. Et du coup, l'idée du voyage en France est revenue à ce moment-là. J'avais envie du coup de remettre sur le tapis cette idée, faire un voyage dans le plus beau pays du monde, comme on m'en avait parlé, et surtout faire un voyage où j'avais le temps de prendre le temps, de laisser le hasard s'inviter dans le voyage, de faire des rencontres, parce que j'avais beaucoup couru aussi pour écrire des guides de voyage, et je me rendais compte qu'au final, je voyais plein de choses, des très jolies choses, mais j'avais l'impression de consommer du territoire et de ne pas pouvoir m'arrêter, rencontrer ce qui moi m'intéresse le plus pendant le voyage, en fait, à savoir les gens, quoi. Et ce voyage en France, du coup, je l'ai constitué pour faire en sorte que j'ai le temps d'honorer toutes les rencontres qui pouvaient se présenter sur la route, et du coup sortir aussi des sentiers battus, parce qu'on est quand même dans un pays
très touristique. Donc faire les châteaux de la Loire, le Mont-Saint-Michel et la côte méditerranée, c'était déjà un peu vu et revu. Et donc j'ai cherché un itinéraire qui sortait des sentiers battus. J'ai fait un peu des recherches et je suis tombé du coup sur cette diagonale du vide qui correspond en fait aux départements les moins densément peuplés de France. Et je me suis rendu compte que c'était des endroits généralement qu'on traversait pour aller faire du ski ou se dorer la pilule sur les plages de l'Atlantique ou de la Méditerranée. Mais en tout cas, c'est des endroits qu'on traverse à 130 km/h en se disant depuis l'autoroute, moi, effectivement, ça n'a pas l'air terrible. Et donc, du coup, moi, je me disais, c'est là qu'il faut que j'aille pour voir si effectivement on peut trouver des surprises et des choses qu'on ne s'attend pas à trouver en France. Et voilà, du coup, j'en ai tiré un livre. Et puis, les quelques photos que vous avez vues, qui sont toutes prises en France, du Morvan aux Pyrénées, avec des endroits du coup qui peuvent ressembler parfois à l'Écosse, parfois à la Mongolie, parfois à des forêts quasiment vierges. Donc voilà, l'idée c'était de chercher l'exotisme en France, rencontrer des gens qui étaient bien là où ils étaient pour qu'ils puissent m'en parler avec le cœur. Et c'est le plus beau voyage que j'ai fait en fait. Par rapport à votre tour du monde que vous avez finalement un petit peu survolé à chaque étape, sans avoir nécessairement le temps d'être immergé dans le pays, auprès des populations. Là, vous étiez... Parce que le monde est grand et qu'en 18 mois, en fait, on a le temps de passer partout, mais on a le temps de s'arrêter nulle part. Même quand on a un objectif d'enregistrer la musique, ce qui nécessite de prendre un petit peu le temps pour rechercher sur place qui sont les personnes. Mais en même temps, comme la musique, il y en a partout. En fait, on avait vite fait de sortir les micros pour enregistrer les musiciens de rue ou à un mariage où généralement on est invité quand on est étranger parce qu'on peut être un peu valorisant par rapport à la famille. Puis ensuite des concerts, on en trouve partout. Donc c'était un super fil rouge. Mais par contre, voilà, en fait, en 18 mois, j'ai fait 25 000 km autour du monde. Et en 18 mois, j'ai fait à la louche 2500 km en France. Donc ça m'a vraiment laissé beaucoup plus de temps pour passer du temps avec les gens. J'avais un peu sous-estimé, en fait, au départ, je partais pour 1 an. J'avais sous-estimé le temps que j'allais passer chez les gens. Au final, j'ai passé quasiment 4 mois en mettant bout à bout le temps que j'ai passé chez eux. Et moi, c'est le temps qui me va bien, en fait. Parce que encore une fois, ce que j'aime dans les voyages, c'est moins voir des lieux que rencontrer des gens qui vont m'expliquer ce que je vois, qui vont me donner des sous-titres. Je me suis rendu compte aussi que souvent les bons souvenirs que j'ai, c'est pas des beaux endroits. Par exemple, je suis passé à Erevan en Arménie, qui n'est pas du tout une belle ville, mais j'ai rencontré des gens géniaux et j'ai passé 3 semaines là-bas pendant le tour du monde. C'est l'endroit où j'ai passé le plus de temps et c'est un souvenir magnifique. Et en même temps, j'ai aussi des souvenirs d'endroits magnifiques où j'étais avec des gens avec qui je m'entendais pas du tout. Et ça reste un mauvais souvenir. Donc en fait, je me suis dit que m'attacher plus aux gens qu'aux endroits où je les rencontrais, finalement, c'était, en tout cas moi, c'est ce qui me rend le plus heureux dans les voyages. Et là, justement, cette notion d'exotisme, est-ce qu'elle provient du fait de découvrir des choses inconnues, des paysages de régions françaises qui vous étaient inconnus, ou est-ce que c'est finalement le fait de porter un autre regard, de s'ouvrir à une autre perception, à un autre type de relation aussi au territoire et puis aux gens que vous pouvez rencontrer dans votre voyage? Je dirais que c'est un peu les deux en fait, parce que moi en tout cas quand je voyage, je m'oublie un petit peu. Je me mets un peu entre parenthèses et du coup j'ai l'impression de découvrir les choses avec un œil un peu nouveau. Et puis aussi, quand on est ailleurs, on part du principe qu'on ne sait pas ce qui se passe. Et donc, du coup, moi, ça ouvre ma curiosité. Je suis d'un naturel assez curieux. Mais quand je suis ailleurs que chez moi, j'ai tendance à être curieux de tout et à, du coup, démultiplier les possibilités de rencontres. Alors que quand je ne suis pas en voyage, je pars du principe que je connais à peu près. En fait, les routines s'installent assez vite. Je me suis rendu compte, en revenant de mon tour du monde, que j'avais développé une espèce d'extra-curiosité qui faisait que j'étais curieux de tout ce qui se passait parce que je partais du principe que je connaissais rien. Et en France, je me suis dit, il faut que je garde cette même ouverture, en fait. Et je me suis rendu compte que c'était compliqué en étant sédentaire. Au bout d'1 an, grosso modo, je retombais sur des routines.
Et du coup, partir en France dans ces endroits que je ne connaissais pas, c'était une manière d'à nouveau sortir de mes routines et de me mettre à disposition et en position de curiosité de tout ce qui pouvait se passer. Alors, j'avais quand même préparé le voyage parce que j'avais envie de rencontrer des gens qui étaient bien là où ils étaient. Mais j'avais aussi envie que le voyage s'écrive au fur et à mesure et que les choses se fassent un petit peu au fil du voyage. Et voilà, moi je crois que c'est... Enfin, on dit que les gens curieux voyagent, mais je crois que le voyage aussi rend les gens curieux. Et voilà, moi c'est ça qui me fait du bien quand je voyage. J'ai l'impression vraiment d'apprendre tous les jours. Et j'ai beaucoup plus de mal à le faire quand je suis sédentaire. C'est une transformation aussi voilà, par le voyage. C'est un rapport à soi, un rapport au monde qui est continuellement comme ça en évolution. Ça réenchante un peu le quotidien. C'est ça. Je pense que Pierre Josse aura beaucoup à dire sur cette question. Michel Joria, donc président de l'ADEME Île-de-France. L'ADEME est donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Vous participez à la mise en œuvre des politiques publiques dans le domaine du développement durable. Et en matière de tourisme, vous déployez tout un tas d'études, d'outils et de dispositifs pour accompagner les acteurs du secteur dans la transition écologique. Comment entendez-vous justement les témoignages précédents et surtout de quelles solutions au niveau politique nous pouvons disposer aujourd'hui pour transformer nos pratiques touristiques et notre façon de penser le voyage? Donc effectivement, les témoignages précédents mettent le doigt sur quelque chose qui pour nous est assez préoccupant. Donc vous avez commencé en indiquant qu'aujourd'hui le secteur du tourisme c'était 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, c'est en ordre de grandeur la moitié de toutes les émissions européennes de gaz à effet de serre. Okay, donc c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et le tourisme fait partie pour nous des 3 secteurs d'activité avec le numérique et la mode, qui sont 3 secteurs d'activité qui, au niveau mondial, sont en capacité de remettre en question la réussite des politiques de lutte contre le changement climatique, à eux tout seuls. Donc c'est quelque chose qui est assez préoccupant, puisque vous savez qu'on doit absolument limiter la hausse de la température moyenne à la surface de la Terre à 2 degrés, et si possible 1,5, sachant qu'on a déjà pris 1 degré. Et que pour ça, un pays comme la France doit diviser par 6 ses émissions de gaz à effet de serre en 30 ans. Donc quand on dit ça, et quand on voit le poids que prend un secteur comme le tourisme, effectivement, ce qui a été dit juste avant est essentiel. C'est-à-dire que c'est un secteur qui doit complètement se réinventer pour qu'en fait, il y ait de nouvelles normes sociales qui font que effectivement partir s'aérer un petit peu avec des micro-voyages, faire rentrer ces activités touristiques dans un bilan carbone individuel, c'est quelque chose qui désormais est essentiel. Et pour ça, on a besoin d'acteurs comme vous qui contribuent à ça. Alors, l'ADEME, dans tout ça, elle fait quoi? L'ADEME accompagne certains acteurs pour les accompagner vers une pratique du tourisme, ce qu'on va qualifier un peu plus durable. Ça ne répond pas à un enjeu majeur qui est la question de la sobriété. Okay, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on va développer, on va travailler avec la Commission européenne, par exemple, pour dire, ben voilà, au niveau européen, il faut mettre en place un label sur le tourisme durable. Donc ce label sur le tourisme durable liste tout un tas d'activités, la consommation d'énergie, la forme des déplacements, la consommation d'eau, la production de déchets, etc., etc., et classe, en fait, différents établissements, comme on classe aujourd'hui votre frigo, votre machine à laver, etc., en A, B, C, D, etc. Bon. Donc on construit ce label-là, et puis on expérimente la mise en œuvre de ce label avec certains établissements touristiques, par exemple. Donc en France, il y a 326 établissements touristiques, et en moyenne, ces 326 établissements touristiques sont classés au niveau C.
Bon, pensez à l'étiquette de votre frigo, c'est exactement la même chose. C'est classé au niveau C. Ce qui veut dire que, pour vous donner un ordre d'idée, en moyenne, une nuitée, c'est 625 litres d'eau, 88 kWh d'électricité. 88 kWh d'électricité, c'est un tiers de la consommation annuelle de votre frigo. Une nuitée. Donc, c'est classé C. Et ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'accompagner ces établissements pour qu'ils mettent en place des programmes d'action pour permettre de réduire la consommation d'eau, de réduire la consommation de déchets, de réduire la consommation d'énergie, électricité, gaz, etc. Et puis de faire que, par exemple, les personnes qui séjournent dans ces établissements puissent utiliser des modes de transport qui émettent peu de gaz à effet de serre, donc leur mettre à vélo, des vélos à disposition, les faire tourner dans des bus soit électriques, soit hybrides, mais dans tous les cas pas diesel, etc., etc. Bon. Quand on fait ça, effectivement, on va dans le bon sens, mais on ne répond pas à l'ampleur du défi. C'est-à-dire, l'ampleur du défi, c'est ce qui a été mis en avant juste avant, c'est-à-dire cette question de la sobriété. C'est-à-dire comment on fait radicalement évoluer la manière dont on pratique le tourisme aujourd'hui pour que petit à petit, l'empreinte carbone du tourisme se mette sur une trajectoire de degrés. Okay. Et ça, c'est véritablement l'enjeu. Donc on est sollicité aujourd'hui par le ministère des Affaires étrangères pour faire des propositions dans ce sens. Et pour nous, tout l'enjeu est de faire des propositions qui permettent de mettre ce secteur d'activité, comme d'autres secteurs d'activité, sur cette fameuse trajectoire de degrés. C'est-à-dire que le poids du secteur ne doit pas faire dériver l'atteinte d'un objectif de degrés d'ici 2050. Ça, c'est essentiellement important. Et donc, il faut créer des imaginaires, créer des formes d'activité économique qui contribuent à faire émerger une forme de sobriété dans l'activité touristique. Il y a quelques exemples qui ont été présentés jusqu'avant, qui vont dans ce sens-là, où on est sur des exemples qui font réduire radicalement le poids du carbone du secteur touristique. Il y a aussi toute la question des flux, puisque bien sûr on peut agir sur les structures d'accueil, travailler sur la dimension écologique, voilà, mais quand les flux sont toujours plus importants, comment est-ce qu'on peut agir pour justement essayer de maîtriser cette question? Le secteur touristique, c'est un secteur comme d'autres secteurs d'activité économique qui, si on veut véritablement se mettre sur cette trajectoire, doit rentrer dans une forme de régulation. C'est-à-dire qu'il faut, alors je sais que c'est un sujet qui est loin d'être populaire, hein, notamment en France, la question de la fiscalité environnementale, de la fiscalité carbone, enfin on appelle ça comme on veut. Mais il faut à un moment donné créer les conditions économiques, les conditions de régulation qui font que l'ensemble du secteur économique, des acteurs du tourisme, ait un signal assez clair sur les 30 prochaines années en disant, ben, en fait, la fiscalité environnementale et la fiscalité carbone qui va toucher votre secteur d'activité, elle va démarrer à ce niveau-là en 2020 et au cours des 30 prochaines années, elle va progresser comme ça. Donc, toutes les offres de séjour que vous proposez, tous les hébergements que vous proposez, tous les à-côté que vous avez dans votre activité touristique ou dans les séjours que vous proposez, toute la politique de traitement de déchets, toute la politique de gestion de l'eau que vous avez sur vos sites et vos établissements, doit, dès à présent, dans tous les investissements que vous faites, anticiper cette hausse progressive de la fiscalité environnementale et de la fiscalité carbone. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. C'est-à-dire que si on dit que le secteur touristique doit répondre à cette trajectoire de degrés, on dit aussi qu'il doit faire l'objet d'une régulation co-construite, visible dans le temps, mais qui permet structurellement de transformer les conditions dans lesquelles se fait l'hébergement, la définition des offres, etc. Ça, c'est essentiel. Alors évidemment, ça ne peut pas se faire uniquement au niveau national. Ça peut au moins se faire au niveau européen, mais déjà, la France pourrait un petit peu être pionnière sur le sujet. Et puis, ça doit se faire en dialogue avec d'autres acteurs économiques, notamment les autres grands pays du monde. Ça, c'est assez essentiel. Et est-ce que
justement cette politique de régulation, de maîtrise un petit peu de tout ce secteur-là, ça peut être compatible avec toujours cet encouragement à la démocratisation, au fait de rendre accessible la mobilité et le voyage au plus grand nombre, puisque c'est aussi un enjeu. Le tourisme, c'est aussi une question politique et sociale. Chacun a le droit, on va dire, à la découverte, au fait d'aller découvrir des espaces, de rencontrer des gens ailleurs, etc. Donc voilà, est-ce qu'il y a là un nœud, en tout cas, pas facilement... Alors, en fait, la question de l'équité sociale, elle est essentielle à partir du moment où vous discutez de n'importe quel type de régulation. Là, on parle de la tarification environnementale. Bon, si on parle d'autres systèmes de régulation, la question de l'équité, elle est essentielle. Ça ne doit pas être un frein à l'action. C'est-à-dire qu'il faut absolument... D'abord, si on pose les choses clairement, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui le secteur touristique est un secteur équitable. Une part importante des personnes continue à ne pas partir en vacances pour des questions de moyens. Je crois que c'est à peu près un tiers des ménages français qui ne partent pas en vacances l'été, si je ne me trompe pas. Et moins vous êtes cadre, moins vous partez en vacances. Plus vous êtes cadre, plus vous partez en vacances. Donc déjà, ce n'est pas un secteur qui est très équitable à la base. Si vous habitez dans une zone touristique, que vous voyez sur le marché les prix augmenter pour vos fruits et légumes, produits quotidiens, que vous voyez Airbnb, pour ne pas le citer, qui distord complètement le fonctionnement du marché immobilier de votre ville, ce qui crée des difficultés à se loger, d'où les mouvements de rébellion dans certaines capitales européennes, Venise, Barcelone, etc. Si vous habitez à côté d'un port et que vous êtes exposé aux émissions du fioul lourd des croisiéristes, votre impact sur la santé et votre qualité de vie est fortement dégradé, etc. Donc, le point de départ, quand même, c'est que le tourisme n'est pas quelque chose qui est très équitable à la base. Okay, comme d'autres activités. À partir du moment où on dit qu'on fait rentrer une fiscalité environnementale sur quelque chose comme ça, ça veut dire qu'une partie de la recette associée à la fiscalité environnementale doit servir en partie à être affectée sur des actions qui permettent à des personnes qui aujourd'hui soit ne partent pas en vacances, soit peuvent partir, mais dans des conditions qui ne sont pas toujours très agréables, d'avoir quelque chose qui permet une redistribution pour travailler sur les questions d'inégalité. Okay. Mais ce que vous pointez du doigt est essentiel, c'est-à-dire que même si on sort du tourisme, on ne fera pas de politique climatique compatible avec les 2 degrés sans lutter fortement contre les inégalités sociales. Dans le monde, en Europe et en France. Ça, c'est essentiel. C'est 2 combats qui sont similaires. On ne fait pas de politique climatique ambitieuse sans réduire fortement les inégalités sociales. Sinon, ça ne passe pas. Okay. Ça, c'est vraiment essentiel. Donc on voit qu'il y a tout un tas d'enjeux aussi sur cette question du tourisme. On va poursuivre avec vous, Pierre Josse. Donc vous êtes cofondateur, rédacteur en chef du Guide du Routard et vous vous définissez comme grand vagabond ou traîne savate planétaire puisque depuis 40 ans vous travaillez au Guide du Routard. Vous avez parcouru le monde à la rencontre, en quête aussi de rencontres, mais aussi de lieux et d'adresses à faire découvrir, à partager. Et vous avez publié, notamment récemment, Chronique vagabonde, petit itinéraire insolite des rencontres et itinéraires d'un routard aux éditions Hachette. Vous êtes également l'auteur d'Un tour des Flandres avec Bernard Pouchel aux éditions Invenit, ou encore Paysans sans frontières, l'amour de la terre hier et aujourd'hui aux éditions Lucien Souy en 2008. Donc Pierre Josse, quel regard vous portez aujourd'hui sur cette longue histoire déjà du Guide du Routard et surtout sur la façon dont toutes ces questions sont intervenues au fil de votre vie professionnelle et qui vous a peut-être amené à réinterroger la ligne éditoriale et à faire évoluer votre pratique et vos représentations en tout cas du tourisme. Bon, d'abord je suis effondré.
Voilà, c'est vrai que je voyage depuis que je suis tout petit. Pour le routard maintenant depuis 42 ans, c'est-à-dire j'ai commencé en 78 et je voyageais déjà beaucoup avant. Et j'ai la chance d'avoir traversé effectivement toutes les périodes de développement touristique depuis presque, on va dire, la préhistoire. Hein, Katmandou, on allait fumer dans les années 73, la meilleure ganja du monde, jusqu'à maintenant, où vous avez des révoltes de masse dans les grandes villes, dans les grandes villes touristiques. Et là, moi, je suis complètement désarçonné, déstabilisé, et j'ai bien écouté le discours de mes confrères. Il y a des solutions qui se dessinent, mais je suis pessimiste parce qu'en face de nous, alors surtout mon voisin qui est là à côté, qui a effectivement de très très bonnes idées en termes de lutte, mais en face de nous, on a une espèce d'hydre, on a une espèce de monstre qui est la financiarisation du tourisme dans le monde et des enjeux financiers énormes. On va reprendre ce qu'on disait tout à l'heure sur les villes qui se révoltent. S'il n'y a pas une attitude ferme, voire brutale, des grandes villes touristiques par rapport aux croisiéristes, par rapport à tous les acteurs du tourisme de masse qui sont d'un cynisme total. S'il n'y a pas comment dirais-je, cette volonté de faire, on est foutu. C'est-à-dire qu'en face, je prends Airbnb par exemple, mais Airbnb, c'est la partie immergée de l'iceberg. Il y a plus grave, il y a des fonds de pension américains et anglais qui achètent des immeubles entiers, des quartiers. Ils sont en train de foutre en l'air la vie sociale et collective extraordinaire et conviviale de Berlin en chassant les locataires. Il faut savoir un truc, à Berlin, il y avait 87% de locataires, des gens qui étaient heureux, des artistes qui venaient s'installer, qui trouvaient des 4 pièces à 100 mètres carrés à 500 € par mois. C'est fini. C'est-à-dire qu'ils sont en train de foutre un bordel incroyable et ça touche profondément les autochtones. Ça casse leur mode de vie, ça casse le rythme social, c'est effarant. Et là, j'avoue que par rapport à ces puissances financières qui sont en train de détruire toutes les grandes villes touristiques, je n'ai pas de solution. Voilà. Ouais. Au Guide du Routard, on est modeste. C'est-à-dire que moi, ce que je prône dans mes guides, depuis toujours, c'est le mode de logement local. Et on essaye de faire un maximum de publicité, un maximum de promotion des gens qui respectent leur propre environnement, qui présentent leur culture de façon honnête. On n'est pas là pour extorquer de l'argent du tourisme, on est là pour partager. Un exemple tout bête, n'allez pas dans les hôtels en Casamance ou au Sénégal, n'allez pas dans les hôtels, allez dans les campements. Alors qu'est-ce que c'est qu'un campement? C'est une réduction du village respectant totalement l'architecture en pisé, en banco, en adobe, peu importe le pays où on est, c'est géré totalement par les villageois. Ce sont des conditions de confort relativement rustiques, mais c'est propre. Il y a de l'eau courante, et puis on n'est pas forcé d'avoir de l'eau chaude quand il y a 40 degrés dehors. Bref, et en plus, on est inséré dans le village, on est protégé. Ça, c'est une tradition en Afrique par le chef du village. Et on vous propose parfois même des cérémonies animistes, normalement interdites. Et si vous avez gagné la confiance des gens localement, vous pouvez enrichir votre propre culture de façon extraordinaire. Voilà. Donc, à notre modeste niveau, voilà notre contribution contre le tourisme de masse. Et évidemment, soutenir toutes les campagnes sur la réduction du gaz carbonique et revenir à une chose fondamentale, la notion de temps. Alors, on peut critiquer la petite Greta, ce que je ne ferai pas du tout, mais l'idée d'aller à New York en bateau, c'est génial, parce que j'ai fait la même chose à son âge, et j'ai un souvenir épanoui, sauf qu'il faut avoir du temps. À l'époque, on a mis 14 jours aller, 14 jours retour, donc il y a forcément un mois pour le voyage. Mais croyez-moi, quand je suis arrivé à New York pour la première fois, j'étais dans la peau d'Elia Kazan, dans le film America.
je pensais même que j'allais passer à Ellis Island. Donc tout mon imaginaire était enrichi par les lectures, par les sagas, par les vies de tous ces gens, de ces immigrés, etc. Et ça ajoute évidemment non seulement au plaisir, mais au développement personnel, à l'enrichissement personnel. Voilà. Bien sûr. On revient à la dimension. On peut l'applaudir. Merci. Évidemment, on revient à la dimension anthropologique aussi et du sens du voyage, ce qu'on recherche aussi pour soi, à la découverte de l'autre, etc. C'est ce que vous disiez, Rodolphe. J'ai un autre Rodolphe exemple, Christin. ça me rend furieux. Ces groupes avec le petit fagnon là, hein, qui passent dans les marchés, vous avez un quart d'heure pour faire vos achats. Mais c'est une aberration. C'est une aberration. Les gens arrivent, alors ils ne marchandent pas. D'abord, ils arrivent avec des préjugés. Ils pensent que le marchandage, c'est lutter contre l'exploitation de l'autochtone. Il va me truander, tu m'auras pas mon coco, je vais te résister et tout. Pas du tout. Le marchandage, c'est un rapport social et culturel d'une richesse incroyable. Vous allez sur un marché des fétiches à Lomé ou à Cotonou, vous passez 2 heures à négocier un fétiche. Et au-delà de l'acquisition de l'objet, c'est tout le rapport culturel, social, affectif qui s'est instauré avec le commerçant, et vous rentrez avec la tête pleine de... Enfin, je sais pas, vous avez le cœur gros, plein d'affection pour les gens que vous avez rencontrés. Voilà. Et c'est des petites choses. Et puis, je voudrais rajouter par rapport à notre ami Globetrotter, également la découverte de la France. Bon, moi, je ne le dis pas par démagogie, mais lorsqu'on routard, on discute d'une discussion, on a discuté, parce que maintenant on a pratiquement couvert toute la France, mais lorsqu'on discutait de régions ou de départements, je prenais les régions et les départements les plus banals, les plus déshérités, ceux dont personne ne voulait, les Ardennes, bon, le Nord-Pas-de-Calais, la Haute-Saône, bon... Et vous avez même refusé de faire la Provence ou la Côte d'Azur, qui était... J'ai refusé d'aller en Provence, d'aller en Côte d'Azur, d'aller au Pays Basque. J'ai pas envie de souffrir en même temps que je travaille. Voilà. Et là, je donne un exemple. Je donne un exemple. Dans les Ardennes, il y a une région forestière qu'on appelle l'Argonne, qui est remplie d'histoire. Non seulement d'histoire, la grande histoire, mais également la guerre 14-18. Bon, moi, j'avais un héros, c'était le sergent York, mais je ne savais pas grand-chose de lui. Et donc, je me suis retrouvé dans l'Argonne sur le chemin du sergent York. Bon, un héros de la guerre 14-18, c'est le soldat américain le plus gradé, le plus décoré. Bien. Mais c'est fabuleux. Vous êtes seul, déjà, il n'y a pratiquement personne. Bon, ensuite, il y a le chemin Rimbaud-Verlaine, à partir de Charleville. Il y a tellement de choses à découvrir dans cette France extraordinaire, d'une richesse inconnue que... Bon, et là, c'est une contribution à la diminution du carbone, je veux dire. C'est redécouvert son propre pays, et puis notamment ma Bretagne natale. Je vous conseille d'aller voir dans les monts d'Arrée, 411 mètres quand même, hein, et on est souvent dans les nuages. Il y a un circuit qui s'appelle les enclos paroissiaux, qui est le summum de la culture architecturale bretonne. Peu de gens connaissent. Donc, vous voyez, il y a des alternatives, et ça ne veut pas dire que je crache sur les voyages au long cours. Là, il y a une question que vous n'avez pas répondu, c'est la démocratisation du voyage. Pourquoi se priver aussi d'aller à Katmandou, à Pékin, en Mongolie ou même en Mauritanie? Moi, je me vois mal partir en Mauritanie en voiture parce que c'est compliqué. Bon, la traversée du Maroc, c'est vraiment l'enfer, le passage des frontières, etc. Ensuite, les routes sont mauvaises, alors qu'un grand ami du tourisme durable qui s'appelle Maurice Freund a fait un vol sur Attar, qui est en plein milieu du désert mauritanien. Et là, vous découvrez les fameuses bibliothèques du désert, comme Chinguetti, comme Tichit. On ne peut plus aller à Tamanrasset, eh ben on va à Chinguetti, on va à Tichit. Et là, on rencontre la culture touareg, on rencontre la culture arabe, et on se rend compte que, on comprend maintenant pourquoi il y a 500 mots arabes dans la langue française. Enfin bon, on tire sur la pelote et on arrive à avoir des richesses incroyables. Excusez-moi d'avoir été bavard. Rodolphe, Christin, vous avez envie de réagir? Oui, tout à fait, parce que moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui vient d'être dit. Pour moi, le guide du routard a largement contribué au tourisme de masse, parce que le tourisme de masse, ce n'est pas seulement les groupes d'un côté et les individus de l'autre. Qu'on ait un groupe de 200 personnes ou 200 individus qui vont sur un territoire, je suis désolé, pour moi, c'est à peu près pareil. Ensuite,
le guide du routard a contribué de la même manière qu'Airbnb à faciliter la pénétration du tourisme dans des endroits où peut-être il n'aurait jamais dû avoir lieu, d'autre part. Et ensuite, quand on parle de démocratisation du voyage, en quoi la consommation, parce qu'aujourd'hui le tourisme c'est de la consommation pure et simple, est un signe d'appartenance à une démocratie en bonne et due forme. Moi, je ne suis pas du tout convaincu de ça. La démocratie, ce n'est pas la société de consommation. La démocratie, c'est une vision politique qui donne à chacun la capacité de participer aux décisions qui le concernent. Ce n'est pas du tout la possibilité d'aller passer des week-ends à Katmandou, ni même d'aller en Casamance en avion 15 jours sur un lieu qui risque de devenir dépendant du tourisme, comme plein d'autres territoires dans le monde sont devenus dépendants du tourisme. Et en quoi c'est un progrès? Moi, je ne vois pas où est le progrès. Il faudrait chez ses choix. Eh ben, il faut sans doute revisiter tout le mode de vie qui rend la mobilité aussi consensuelle que ça. Vous avez dit le tourisme c'est affreux et en même temps vous n'avez cessé de donner des conseils à tout le monde sur des destinations. Alors bon, on va dire que c'est de la déformation professionnelle, mais je pense que ça pose aujourd'hui problème. Et ce que je voudrais aussi dire, c'est de quoi le tourisme est-il le symptôme? C'est ça la vraie question. Aujourd'hui, est-ce que notre mode de vie est devenu aussi invivable qu'on ait besoin de partir dès qu'on a un peu de temps libre? D'ailleurs, ce temps libre, d'où vient-il? Il vient du fait qu'on est tenu à nos emplois parce que le tourisme est contemporain de l'expansion du salariat. C'est quand même ça aussi l'origine du tourisme. C'est-à-dire que c'est une industrie de la compensation. On reviendra sur cette question. D'abord, laisser la réponse à Pierre Josse. De façon agressive, mais c'est une question importante. Bon, je vous suis. D'abord, les 200 personnes dont vous parlez au début, ce n'est pas 200 personnes organisées par le routard, ce sont des touristes individuels. Donc 200 personnes qui se retrouvent aujourd'hui à Sumatra, dans un pays 2 fois plus grand que la France, je veux dire, le pays a les possibilités de les diluer, ces 200 personnes. Bon. En outre, vous remettez en cause le désir de connaître d'autres pays. Je veux dire, quels moyens, alors expliquez-moi, quel moyen vous donnez à quelqu'un qui a envie d'aller en Mauritanie, par exemple, pour découvrir ce pays? Là, il faut être cohérent. Si on a envie d'aller en Mauritanie, on se débrouille pour y aller. Jack Kerouac n'avait pas besoin de guide de voyage pour aller au Mexique. Nicolas Bouvier n'a pas eu besoin de lire le guide du routard pour aller jusqu'en Afghanistan. Il a lu d'autres livres qui étaient des livres de littérature, pas des guides de voyage. C'est complètement différent. Aujourd'hui, c'est devenu une norme, le départ, le voyage. C'est devenu une norme, c'est pas devenu un droit, c'est devenu un devoir. Quand vous êtes au travail, que vous rentrez de vacances, on vous dit « t'es parti où ?» Eh ben, si vous dites que vous êtes resté chez vous, on vous prend pour un ringard. C'est ça que je critique. C'est cette espèce de norme qui rend le départ en vacances incontournable. Et c'est devenu, je suis désolé, c'est devenu un objet de consommation comme un autre. Et le désir de voyage aujourd'hui, le désir de découverte, je ne suis plus du tout certain que ce soit encore un motif touristique. Aujourd'hui, les lieux touristiques sont des lieux de plus en plus fermés. Lorsqu'il y a beaucoup de touristes dans un endroit, et vous l'avez dit, les autochtones se mettent à quitter le territoire parce qu'ils n'ont plus la possibilité d'y vivre, parce qu'on n'est plus du tout dans une logique raisonnable, rationnelle. On est dans une logique qui confine au délire quantitatif lié à un nombre de touristes qui ne cesse d'augmenter et qui va encore augmenter dans les années qui viennent, parce que d'autres économies qui accèdent aux standards de vie liés à la société de consommation produisent des touristes. Et on peut pas. Alors là, pour le coup, c'est dur de faire la morale à des gens qui viendraient de Chine nous visiter, parce qu'on a fait pareil. Voilà, simplement, c'est ça que je remets en cause. Moi, c'est plutôt l'origine du désir, plutôt que même la régulation. Enfin, on va vers des mondes de plus en plus normalisés, de plus en plus... c'est comme on fait des voitures qui vont à 300 km/h et on est obligé de rouler à 70. Sinon, on se prend des PV. Il y a quelque chose qui est complètement incohérent. Donc on continue à construire des avions de manière industrielle et on est en train de se dire qu'on va taxer les voyages en avion. Pareil, les municipalités qui taxent ou qui font des droits d'accès payants vont devenir de plus en plus dépendantes de l'économie touristique alors qu'elles prétendent la combattre. Là aussi, il y a une forte hypocrisie. Michel Joria, je sens que vous vouliez répondre. Juste un point. Le tourisme, c'est une des composantes, mais ce n'est pas une composante obligatoire, c'est une des composantes d'un mode de vie ou d'une activité de loisir des personnes. Voilà. Toutes les composantes du mode de vie doivent, d'ici les 30 prochaines années, après, on peut dire,
ces affaires de changement climatique, moi, je m'en balance. On peut le dire. Démocratiquement, c'est tout à fait possible. Ok ? Après, quand on dit ça, il faut regarder la liste de ce à quoi on s'expose, hein, et des coûts auxquels on s'expose d'ici 20, 30, 40, 50 ans. Donc des choses qui sont en fait assez proches. Mais si on ne dit pas ça, il faut que petit à petit, toutes les composantes de notre mode de vie rentrent dans ce qu'on appelle un budget carbone, c'est-à-dire rentrent à terme dans quelque chose qui ne doit pas être plus de 2 tonnes de CO2 par an et par habitant en France, contre à peu près 11 aujourd'hui en France et 20 aux États-Unis. Okay ? Toutes les personnes qui habitent sur cette terre doivent, d'ici une trentaine d'années, rentrer dans quelque chose qui est proche de 2 tonnes. Et dans ces 2 tonnes, ensuite, libre à moi, entre guillemets, de mettre ce que je veux. Je peux ne pas mettre de voiture, parce que j'ai fait un choix d'habitat proche proche de mon travail, ou proche d'un mode de transport en commun, ou proche d'un réseau de vélo en libre service, ou que j'ai droit au télétravail, ou que je peux travailler d'un tiers-lieu, etc. J'ai fait un choix d'habitat qui a recours aux énergies renouvelables parce que j'habite en dessous d'une source de géothermie, ou que je me chauffe au bois parce que j'habite dans les forêts du Jura, ou etc., etc., etc. Tout ça se défalque de mon 2 tonnes, et de ce qui reste, je peux, si j'en ai envie, visiter la Mandchourie ou aller visiter le Japon parce que je suis passionné de manga ou je ne sais quoi d'autre. Okay ? Mais l'aller-retour Paris-Tokyo ? L'aller-retour Paris-Tokyo, il obère mon budget carbone pendant plusieurs années. C'est-à-dire que, on est d'accord, c'est-à-dire que dans ces affaires de 2 tonnes, je ne vous interdis pas d'aller à Tokyo, je dis juste qu'à un moment donné, si on fait le choix d'aller à Tokyo parce qu'on aime bien les mangas, ça veut dire que pendant un certain temps, eh ben, je ne prends plus l'avion. Ça, c'est quelque chose qui est assez essentiel. Je ne dis pas que... Comment dire ? Ça doit être posé sur la table. C'est un deal de société. C'est-à-dire, soit à un moment donné, on accepte collectivement à l'échelle d'un pays, d'un ensemble de pays comme l'Europe et au niveau mondial, de s'asseoir sur le changement climatique, avec toutes les conséquences que ça aura sur notre espérance de vie, sur la disparition de notre activité économique, sur les phénomènes de canicule, les taux de mortalité, etc., etc., des choses qui sont assez horribles. Okay ? Soit on dit, ok, on deal ce truc-là, on doit tendre vers 2 tonnes, et dans les 2 tonnes, je fais évoluer mon mode de vie. Avec un point qui est essentiel, et je reviens sur la question de la financiarisation. L'avantage de la financiarisation, si je puis m'exprimer comme ça, c'est que les acteurs économiques qui sont derrière sont assez moutonniers. Ça, c'est quand même la spécificité de la financiarisation d'un secteur économique qui se financiarise. Et des gens qui sont assez moutonniers sont des gens qui répondent plutôt bien à des stimuli économiques. C'est-à-dire, quand je mets une fiscalité sur quelque chose, ou quand j'envoie un signal sur quelque chose, c'est plutôt des gens qui reçoivent ce signal-là et qui réorientent leur investissement, leurs fonds, etc., etc. Bon. Donc ça, c'est un levier extrêmement puissant. C'est-à-dire que comment, en termes de régulation, quelques pays, ensemble de pays, se coordonnent pour dire, bah, tiens, moi, les personnes qui investissent dans mon pays doivent, à un moment donné, payer cette fiscalité carbone et réorienter leur investissement vers des choses qui sont, entre guillemets, moins impactantes pour le climat. Et ça, c'est assez essentiel, en complément d'autres actions, etc. Et voilà. Donc, non, mais juste pour réagir, parce que pour donner des ordres de grandeur, parce que c'est quand même pas forcément très précis, c'est quoi 2 tonnes, au final ça représente quoi, mais un Paris-New York aller-retour, c'est 1 tonne. Donc derrière, vous imaginez tout de suite en fait le poids derrière. Si on doit avoir 2 tonnes sur toutes nos consommations annuelles, vous faites un aller-retour transatlantique, au final, il ne reste plus que la moitié de votre budget carbone que vous allez pouvoir consommer sur la bagnole, la maison, le chauffage,
les fraises en hiver, etc. etc. quoi. Elles sont très lourdes en carbone, les fraises en hiver, hein, et tout ce qu'on mange qui vient du fin fond de l'Espagne sous les serres. Là. Donc s'interroger de manière complètement globale au final sur notre consommation est quelque chose d'hyper important. Et c'est là où en fait on se rend compte, et moi j'ai pris une claque quand je commençais à mesurer mon bilan carbone quand je voyageais un peu, que c'est pas tenable au final, quoi. Ou comme tu dis, on l'accepte, mais ça veut dire que derrière en fait on accepte complètement l'impact de changement climatique qui va y avoir demain sur l'ensemble de la planète, mais aussi chez nous, bien sûr les canicules, les feux, les inondations, la montée des mers, les migrants, enfin on accepte tout après, donc on accepte tout ça après. Et je ne suis pas certain que dans le monde, tout le monde accepte tous les impacts qu'il y aura du changement climatique sur notre société. Justement, à l'échelle un peu mondiale comme ça, on voit bien comment les questions se posent en France et même au niveau européen avec les écolabels, etc. Mais dans vos métiers, avec les différents interlocuteurs dont vous avez affaire, est-ce que vous, justement, quelles sont les tendances actuelles, par exemple au niveau des États-Unis, au niveau du modèle en Chine? Comment est-ce que le tourisme est pensé dans ces sociétés, sachant que la Chine, par exemple, est le premier émetteur de touristes au monde et le plus grand investisseur aussi en termes économiques dans l'économie touristique à l'échelle mondiale. Donc finalement, est-ce que l'Europe et la remise en question des pratiques au niveau européen sera suffisante? Comment est-ce qu'on devrait agir aussi pour trouver un dialogue, ou en tout cas un terrain d'action à une échelle encore supérieure? Parce qu'aujourd'hui, les enjeux sont mondiaux. Les sujets sont mondiaux, mais après, moi, ce que je proclame un peu souvent auprès de l'État français et du ministère, c'est qu'en fait, ils se considèrent encore comme le premier pays mondial en termes de réception de touristes internationaux. Même si les chiffres, c'est un peu n'importe quoi, mais il assume quand même en disant on est les premiers, on est à 90 ou 88 millions de touristes internationaux qui viennent, on est premier au classement mondial des destinations touristiques. Mais si on est premier, assumons un leadership, assumons une nouvelle vision du tourisme mondial. En tant que premier pays sur le classement, on peut montrer une nouvelle voie. Quand on est leader sur un marché économique en tant qu'entreprise, on essaye de ne pas se faire bouffer par un concurrent qui arrive d'un côté et on essaye de garder notre leadership. Et si on veut garder notre leadership demain, on doit repenser complètement la manière de penser les statistiques aussi. Et donc d'intégrer peut-être des externalités environnementales et sociales aussi dans ces classements-là. Et ça, je le pousse énormément parce que c'est ce qui va nous permettre de montrer et d'avoir une vraie voie. Aujourd'hui, le tourisme français, on est en mode suiveur en fait par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. On n'est pas du tout en leader. Donc simplement assumons ce leadership et montrons une nouvelle voie. Et l'étude de l'ADEME au niveau national là, qui va être présentée auprès du secrétariat d'État au tourisme dans quelques jours, au final, dans 10 jours je crois, ça montre cette voie-là. Des nouveaux indicateurs, une vraie stratégie de développement durable du tourisme, arrêter de parler des 100 millions, ça ne veut rien dire, et à partir de là, assumer ça. Donc on va voir le document qui va être présenté en fait au ministère. Si le ministère en fait dit c'est intéressant, je le mets dans le tiroir, on verra plus tard quand on ne sera plus au gouvernement, ou est-ce que derrière en fait on le prend et on l'utilise vraiment et on met en place des choses fortes. On verra s'il y a du courage ou pas. Voilà. Pas dire un autre mot. Donc on voit que la question est politique aussi de manière centrale. Mathieu Mouillet, vous voulez réagir? En fait, je pense que le courage, il doit venir d'en haut, mais il doit aussi venir d'en bas, parce que j'ai l'impression qu'un des problèmes centraux, au final, c'est la vitesse. C'est d'aller rapidement quelque part, donc de prendre l'avion, parce que moi, je ne m'interdis pas d'aller au Japon. Je n'ai pas renoncé en faisant ce voyage en France à partir à l'étranger, parce que je sais ce que ça apporte en fait, de découvrir des pays, des cultures, des gens qui vous poussent un peu dans vos retranchements et dans vos certitudes. Ensuite, si je veux aller en Mauritanie, je me dirais peut-être, je réfléchirais peut-être au temps que ça va me prendre, à mon bilan carbone, et du coup, peut-être y aller en stop, ou y aller en vélo, ou y aller d'une manière qui fait en sorte que ça rend possible l'ailleurs sans que ça grève mon bilan carbone. Et en fait, j'ai l'impression que pour beaucoup, on mélange un peu vacances et voyages. Les vacances, c'est souvent une espèce de soupape de sécurité qui nous permet de survivre dans des semaines qui sont très très chargées.
Et donc du coup, les 2-3 semaines qu'on va s'octroyer de vacances, on va dire là, on se fait plaisir, on va loin, on fait rien, ou on fait au contraire un maximum de choses et on va un peu épuiser le territoire dans lequel on est parce qu'on veut s'en remplir, s'en mettre plein la lampe, plein les yeux et voir le maximum. Et du coup, en fait, on fait le voyage qui correspond à la vie qu'on a tous les jours, c'est-à-dire une vie hyper chargée. Et du coup, évidemment, le voyage est aussi consommateur en ressources que la vie qu'on a au quotidien. Et je pense que du coup, aller un petit peu plus lentement, pour faire peut-être une parenthèse de 1 mois, 2 mois, il y a de plus en plus de gens qui font ça, qui font même des parenthèses d'1 an, et qui s'autorisent la lenteur. Enfin, moi, j'en suis le meilleur exemple. Hein. J'ai voyagé plusieurs fois pendant des longues périodes. Et je me rends compte que ça change tout, en fait. Parce que du coup, on épuise un peu moins les ressources. On a le droit d'aller lentement. Donc, on peut se passer de l'avion, on peut prendre le train, on peut marcher, on peut faire des choses qui sont respectueuses de l'environnement. Et moi, j'espère bien que j'irai au Japon. Si jamais j'y vais, je pense que ce ne sera pas forcément en avion. Je trouverai des alternatives, mais les alternatives, elles existent. Ensuite, c'est évidemment au pouvoir public de mettre en place des choses pour limiter les impacts, et aussi aux gens peut-être, enfin à chacun de nous, de réfléchir à ce qu'on a envie pour nous-mêmes et au voyage qu'on a envie de faire. Et ensuite, on est tous citoyens du monde, et à chacun de nous de prendre aussi les décisions qui nous semblent les mieux pour nous et pour l'ensemble, quoi. On revient sur cette question du temps, justement, qui est un petit peu fondamentale pour repenser le voyage. Mais c'est vrai qu'ensuite, on retombe sur la contradiction du fait de cette organisation aussi de la société autour du monde du travail qui ne permet pas à tout le monde de prendre effectivement 10 mois pour voyager, etc. Donc effectivement, on se confronte à des problématiques. On va peut-être maintenant prendre des questions du public, si vous en avez. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Oui, bonsoir, enfin bon après-midi. Merci pour ce débat très intéressant. J'avais une question qu'on n'a pas tellement évoquée, c'est la question du train. Parce que, par exemple, en Europe, alors qu'il y a quand même une demande croissante des gens de l'utilisation du train, eh bien, le train est laissé à l'abandon, il faut le dire. Il y a des lignes qui ont été fermées, en particulier le train de nuit Paris-Berlin. Je ne sais pas, je crois qu'il a été moitié remis, je ne sais pas trop. En tout cas, voilà, c'est aussi une décision politique qui n'a pas l'air de se prendre actuellement. Et pour l'instant, c'est tout, parce que j'avais une autre question, mais j'ai oublié. Sur cette question, c'est clair que si on veut impulser un changement et mettre à disposition, en tout cas, des infrastructures pour les gens pour pouvoir se déplacer autrement, il va falloir complètement investir dans le train, et le train de nuit en particulier. Dans le rapport de l'ADEME au niveau national, c'est quelque chose qu'on a mis en évidence clairement en disant... les vols intérieurs en France, stop, et derrière, du train de nuit. On entend le rapport Spinetta sur la mobilité et surtout sur le ferroviaire en France, veut, en gros, tout ce qui n'est pas rentable, on arrête, quoi. Dont énormément, en fait, de petites lignes, etc. Et ça, c'est une connerie. Il faut absolument que derrière, en fait, on rebooste ça. Nous, on a des lignes chez nous à Grenoble, autour de Grenoble, là, qu'on veut arrêter, qui sont déjà des lignes magnifiques, en fait, juste pour le prendre au niveau presque touristique, des TER extraordinaires entre Grenoble et Gap, par exemple. Et en fait, on veut les fermer parce qu'elles ne sont pas rentables. Il faut absolument que, à la fois, nous, on mette la pression sur les politiques, sur les décideurs, mais aussi que tout un chacun
prennent la parole, limite écrivent à nos députés pour derrière leur faire comprendre qu'on veut garder ces lignes, c'est hyper important, et limite les prendre aussi de plus en plus. Et à l'échelle européenne, il y a quand même une volonté d'aller dans ce sens. Pareil, on a des députés européens, dont Karima Delli par exemple, une députée européenne française qui se bat énormément sur ces questions, qui s'est battue énormément sur le diesel, mais qui se bat énormément sur le ferroviaire. Et je pense que ça, c'est des actions qu'il faut, pour moi, c'est clair que la solution passera par du train. On a des infrastructures, il faut continuer ça. Il y a des signaux faibles du côté de la Hollande, de la Suède, du Benelux, où là-bas, ça commence à bouger. Tout le phénomène de la honte de prendre l'avion Flixcam en Suède, c'est un phénomène qui a boosté en fait les trains dans le pays, et donc ils ont réouvert des trains de nuit, etc. Donc c'est intéressant, ça montre bien que, comme tu le disais, en fait, si derrière en fait il y a les consommateurs en fait qui viennent, c'est que derrière en fait c'est aussi utilisé derrière par les gens, et les compagnies et l'État embrayent derrière, quoi. Pierre Josse, je vous voyais hocher de la tête sur cette question, la question du train et justement des modes de transport. Je suis 1000 fois d'accord. Alors bon, je voudrais parvenir sur l'utilité avec mon collègue, avec qui déjà nous avons polémiqué, vous vous rappelez, une émission en Suisse. Alors, de toute façon, on n'est pas là pour discuter de l'utilité d'un guide de voyage. Bon, parce que moi, j'ai une anecdote. Au Sri Lanka, il y a une plage qui s'appelle Owatuna, qui est une plage magnifique. Et au début des années 80, toute la marginalité, les poètes, les vagabonds, les traînes savates, etc., allaient à Owatuna. On faisait griller des poissons sur la plage. C'était ukulele, c'était génial. C'était des petits bungalows en bois et en bambou. Super. Bon. Et les copains me disaient, Pierre, tu ne parles pas dans ton guide de Owatuna, parce que ça va cacher nos séjours et notre plaisir. Je dis, OK, il n'y a pas de problème, moi je suis un vrai pote, moi. Et au bout de 2-3 ans, on a commencé à recevoir des lettres d'insultes en disant, mais au Routard, vous êtes ringards. Tout le monde va à Owatuna, vous êtes les seuls à ne pas en parler. Donc on n'est pas responsable. Bon, c'est vrai que d'une certaine manière, un guide de voyage est responsable de la pénétration et de la découverte pour les masses, comme on dit, d'un pays. Mais je veux dire, c'est inévitable. Je veux dire, ça correspond au désir de connaître ce pays et de donner des instruments. Tout dépend de la philosophie que vous avez derrière. Bon, il n'y a aucun guide. Nous, on a le parti pris d'être subjectif. On a refusé. On a eu un pont d'or pour aller en Afrique du Sud pour faire un guide. Tout était payé, etc., etc. On a dit, foutez en l'air l'apartheid, on en discutera après. Ça a été pareil pour l'Espagne de Franco, et ça a été pour un certain nombre de pays comme ça. On avait au moins un point de vue moral et éthique. Mais je veux dire, il y a aussi une façon de présenter les choses, il y a une façon de parler des modes de locomotion locaux. Moi, j'ai fait du taxi brousse pendant 10 ans en Afrique. C'est une école de sociabilité absolument fabuleuse. Bon, évidemment, pour des raisons d'efficacité, après, je vous l'avoue, j'ai pris un 4x4 avec chauffeur parce qu'on gagnait 4 fois plus de temps et parce que je fabriquais un guide et puis qu'on avait envie d'approfondir. Mais avant tout, les modes de locomotion locaux, comme je parlais tout à l'heure, des modes de logement locaux, parce que l'argent revient directement aux autochtones. J'ai une autre anecdote importante. Il y a une île au milieu du Titicaca qui s'appelle Taquilé. Enfin, je ne sais pas, il y en a qui connaissent peut-être. Il y a 1500 Indiens taquilés qui y vivent. Bon. Et la première fois que j'arrive, c'était $1 la nuit. $1 la nuit, dans des conditions rustiques, évidemment, une couverture, pas de chauffage, il fait -10 la nuit, mais c'est une rencontre extraordinaire. C'est une Irlande avec des Indiens, des moutons, les hommes tricotent. Enfin bon, en termes d'exotisme et de curiosité, c'est génial. Bon. Il y a quelqu'un de Holiday Inn qui est venu et qui a dit j'ai appris que vous faisiez vos nuits chez l'habitant à $1, c'est ridicule, moi je peux vous faire gagner beaucoup d'argent, je vous construis un hôtel. Il a tenté de les corrompre. Or, le système que la communauté paysanne indienne avait mis en place, c'était chacun son tour. C'est-à-dire que tous les gens, ça tournait dans le village et c'était régulier, tout le monde touchait la même somme et ils contrôlaient eux-mêmes le tourisme et l'argent allait directement chez eux. Et ils ont pris le mec par le callback
ils l'ont remis sur le bateau en disant « Mais nous, on est très contents de loger nos gens à 1 $, on maîtrise notre propre tourisme. » Et pour moi, ça a été une très, très grande leçon. Alors évidemment, c'était il y a 30 ans. Je ne dis pas à ce que... Et tu sais que c'est l'arbre qui cache la forêt. Pardon ? C'est l'arbre qui cache la forêt de plein de lieux, quoi. Alors depuis, il y a des rapports de force internationaux, il y a la mondialisation, mais je suis le premier à le regretter. Je suis le premier. Vous savez, le phénomène Airbnb, ça a toujours existé. Il y avait ce qu'on appelait les chambres d'hôtes. Bon, c'était effectivement des gens qui vous recevaient chez eux, qui vous faisaient partager leur culture, leur gastronomie. C'était génial. Mais maintenant, c'est un niveau industriel. C'est un tout autre sens. Voilà. Non, c'est vrai qu'il y a aussi la question des retombées financières du tourisme et le fait de favoriser aussi les efforts locaux. On a pu l'évoquer à plusieurs reprises dans les interventions. Est-ce qu'il y a d'autres questions du public ? Bonjour. Vous évoquiez effectivement les actions, même petites soient-elles, que l'on peut faire à notre échelle sans être forcément impliqué sur les grands débats, etc. Et du coup, aujourd'hui, justement, en repensant à son échelle tout ce qui est activité touristique, sur quoi on peut s'appuyer pour donner un exemple concret, admettons un foyer qui souhaite aller sur une destination particulière, qui n'a pas forcément pris le temps de mesurer l'ensemble de son impact carbone, souhaiterait peut-être et resterait ouvert à une autre destination qui serait moins impactante en termes environnementaux. Est-ce que voilà, pour le grand public aujourd'hui, en petites solutions concrètes ou petits outils qui parleraient un peu à tout le monde, il y a des choses sur lesquelles on pourrait s'appuyer et qui pourraient nous orienter à avoir un impact plus green en pensant en fait l'aspect tourisme. Michel Joria, sur cette question. Guillaume Cromer. Non, mais bon, je ne parlerai clairement pas d'absorption carbone, parce que j'ai pas envie d'en parler. Je pense que pour moi, le meilleur outil, c'est la créativité, quoi. C'est juste à vous d'être créatif en fait dans le choix derrière d'un lieu accessible en bas carbone, en tout cas au minimum, et d'après de se construire un fil rouge, un peu comme Mathieu s'est fait un fil rouge avec la diagonale du vide. Mais en fait, il y a plein de choses à faire en France à proximité, en fait, pour se faire un dépaysement de proximité. Mais c'est, enfin, je vais un peu sur un côté très imaginatif, mais je trouve que c'est super. Moi, la dernière fois avec ma chérie, en fait, on s'était dit qu'on voulait se faire apprendre un tout petit peu la permaculture. Et donc, nous, on habite à Grenoble, et en fait, on a trouvé un atelier, mais c'était au château de la Bourdaissière, à côté de Tours. Pas à côté, quoi. Ben, on a décidé de mettre les vélos dans le TER et dans l'Intercité, en fait, et d'aller là-bas en vélo, et après d'aller se balader un peu en Sologne en vélo, et de se faire un petit trip de 3-4 jours comme ça, avec notre atelier de permaculture en plein milieu, et de dormir dans des chambres d'hôtes, et après on remettait nos vélos dans les TER et dans l'Intercité pour rentrer à la maison. C'était... On a simplement repensé complètement, en fait, et le trajet faisait partie derrière, en fait, un peu de l'aventure et du séjour, quoi. Mais après, je pourrais vous dire, aller dans des hébergements engagés, mais je pense que le sujet, il est plutôt là, quoi. Comment on arrive à se donner un nouvel imaginaire, quoi. Tu veux réagir, toi? En fait, ça tient en deux phrases, hein. Ça tient en moins loin et plus lentement. À partir de là, il y a plein de destinations, plein d'endroits. Enfin, voilà, moi j'ai un coup de cœur absolu en France qui s'appelle le Cézallier, que personne ne connaît. Enfin, chaque fois que j'en parle, les gens le Cézallier. Et voilà, c'est entre le Cantal et le Puy-de-Dôme. C'est un endroit, c'est un quasi-désert, 4 habitants au kilomètre carré. Ils appellent ça la Petite Mongolie. On a vraiment l'impression d'être dans des paysages de steppe avec des cieux immenses. Voilà, là on est en France, on n'est pas très loin. On est vraiment hyper dépaysé parce qu'on ne s'attend pas du tout à trouver ça chez nous. Et en fait, c'est difficile. Enfin voilà, moi j'ai fait un tour du monde, donc du coup c'est facile de dire oui, en fait, on pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs et on se rend compte qu'on a un super beau pays, un beau terrain de jeu.
En fait, souvent, il faut avoir voyagé avant pour se rendre compte de la chance qu'on a. Bon, moi, j'ai fait les deux, j'en témoigne, on a vraiment un super beau terrain de jeu. Et si on se pose des questions sur soyons émerveillés sans gréver notre bilan carbone, voilà, Pierre Josse, il parlait tout à l'heure de la Bretagne, enfin, c'est magnifique. On a tout, on a la mer, l'océan, des moyennes montagnes, des grandes montagnes. Il y a plein de gens qui viennent chez nous pour s'émerveiller, faire du tourisme. On mange bien, enfin voilà. On a quand même quelques arguments pour ne pas avoir à forcément prendre l'avion. Non, peut-être quelques petites nuances. Et puis je parlerai de compensation parce que c'est un sujet qui mérite d'être posé sur la table, mais parce qu'il est pas très simple. Bon. En fait, ce que vous soulevez comme question est très intéressante. Nous, ce qui nous arrive de plus en plus, entre guillemets, dans la figure, c'est grosso modo plein de gens, alors des citoyens, des élus, alors, parce qu'on est à un moment un peu clé en ce moment pour les élus, mais pas que, qui viennent vers nous et qui nous disent par quoi je commence. Par quoi je dois commencer? Est-ce que je dois commencer par mon alimentation? Est-ce que je dois commencer par mon activité touristique? Est-ce que je dois commencer par mon logement? Est-ce que je dois... Bon. Et en fait, effectivement, on se rend compte qu'on est assez vite dans un débat d'initiés, c'est-à-dire bon, les personnes qui ont pris le temps, pour plein de raisons, de se poser un peu sur le sujet. Bon. Donc, nous, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, alors d'abord, on est en train de répondre à court terme aux besoins des élus, puisqu'on essaye de faire que ce qui se passe dans les 6 ans qui arrivent en matière de municipal, qui sera le dernier mandat utile en matière de réduction de gaz à effet de serre. Sinon, ensuite, ça sera que de l'adaptation. Ça, c'est la première fois que ça arrive. C'est le dernier, retenez ça, si vous avez un truc. C'est le dernier mandat utile municipal. Ensuite, c'est adaptation au changement climatique. C'est la dernière chance. C'est le dernier mandat. Donc, beaucoup d'élus l'ont compris. Et cherche à faire rentrer. Donc, on est en train de faire des fiches, tout un tas de fiches à destination de tout parti confondu, tout élu confondu, toutes les personnes qui veulent faire rentrer des sujets environnementaux dans leur mandat avec des éléments de graduation en termes d'impact. Okay, en disant, tiens, sur l'alimentation, ça a beaucoup d'impact, sur les déplacements, ça a moins d'impact, etc., etc. Bon. Et en fait, on se rend compte que ça, il faut le faire sur tous les compartiments et toutes les cibles, donc élus, citoyens, entreprises, collectivités, et toutes les composantes du mode de vie, donc s'habiller, avoir des loisirs, se déplacer, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existe pas encore, même s'il y a des bouts. Il y a des guides écologes, il y a des guides tourisme, bon, mais c'est pas systématisé et dans tous les cas, ça répond pas à un besoin de masse. Bon. Pour éviter de rester dans un cercle d'initiés. Donc il y a tous les passionnés de vélo, de véloroute, etc. Mais il faut que ce soit démocratisé. Sur la question de la compensation, qui est un sujet délicat, l'autre option, c'est de dire, en fait, moi, je continue à voyager comme j'ai envie de voyager, et puis je vais compenser mes émissions. C'est-à-dire que je vais donner une somme d'argent qui est équivalent au montant du coût des émissions de gaz à effet de serre que je générais, et puis cette somme d'argent va aller financer un projet de lutte contre le changement climatique plus ou moins loin de chez moi. Bon. Tout ça fonctionnait, ou fonctionnerait plutôt bien, si on avait 68 millions de personnes qui voyageaient dans le monde, ce qui était le cas en 60 millions de personnes, ce qui était le cas en 1960. À 1,4 milliard de personnes qui voyagent dans le monde, et bientôt probablement un peu plus, ça ne marche pas. Donc, et on revient à la question, cette fameuse question de la sobriété. C'est-à-dire qu'il faut qu'on tende vers notre affaire de budget carbone de 2 tonnes. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas demain, c'est dans 30 ans, mais il faut le faire décroître petit à petit. Ce n'est pas en 2045 qu'on va se lever en disant il faut qu'on passe à 2 tonnes alors qu'on est à 9. Okay, donc, voilà. Rodolphe, Christin ? Oui, une des questions posées par le développement du tourisme, c'est aussi la question de l'artificialisation des territoires. Il n'y a pas que la question du bilan carbone, de comment je consomme, comment j'émets de gaz à effet de serre. Et j'étais il y a peu de temps
j'intervenais auprès d'un club tourisme et technologie, donc un club de décideurs de l'industrie touristique, et tous parlent de compensation. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut vraiment se poser la question de comment est-ce qu'on compense. C'est-à-dire que d'un côté, on crée des infrastructures touristiques qui transforment, altèrent des territoires qui ont mis des siècles pour devenir ce qu'ils sont, et de l'autre, on va replanter des arbres, mais de quelle manière est-ce qu'on les replante ? Est-ce qu'on les replante en ligne ou pas? Est-ce qu'on a dans l'arrière, au fond de la tête, l'idée que dans 30 ans, ces forêts vont devenir des forêts d'exploitation? On massacre des écosystèmes, mais est-ce qu'on est sûr qu'on recrée des écosystèmes avec toute la diversité que cela suppose? Et cette question-là, elle mérite d'être posée. Et pour l'instant, les premiers retours qu'on a sur les logiques dont sont plantés ces arbres, dont sont artificialisés ces territoires, parce que ce sont des territoires, certes, de compensation, mais qui sont artificiels. Comment est-ce que ça se passe? Ça, c'est un vrai sujet d'enquête, je pense. Et ce qu'il ne faut juste pas oublier par rapport à la question de la reforestation, c'est que les impacts du changement climatique vont aussi pourrir certains sols, donc la reforestation va être de plus en plus compliquée. Il faut lier aussi tout ça au fait que, bah oui, parce on avance de plus en plus vers une urgence, enfin vers un dérèglement climatique très fort, qui impacte derrière sur les sols, et donc on veut bien reforester, mais derrière il y aura un impact et ce sera de plus en plus fragile et compliqué en fait d'avoir quelque chose de correct. C'est ça. Ouais, Pierre. Avec des contradictions incroyables. À l'heure actuelle, il y a également un phénomène dramatique d'érosion des sites touristiques. Bien. Je prends l'exemple de la chaussée des Géants, qui est visitée maintenant depuis le 19e siècle. Vous savez, ce sont des colonnes basaltiques hexagonales avec des angles aigus. Il n'y a plus d'angle aigu. Tout est érodé, usé. Ils en arrivent même à arrêter interdire la visite sur certains coins, sur certains sentiers également d'Écosse. Mais l'exemple le plus absurde du capitalisme et de la mondialisation, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle au Pérou avec le Machu Picchu. Bon, le Machu Picchu, c'est un endroit extraordinaire, effectivement. Je le souhaite à tout le monde de le voir. Bien. Mais le site commence à être usé, corrodé par les dizaines de milliers quotidiens de gens qui y viennent. Donc, ils veulent réguler. Ils disent, on va avoir 2000 par heure, donc il faut réserver, etc., etc. Nous sommes très conscients des dangers du tourisme de masse. Gros discours démagogique, mais en même temps, à Chincheros, à côté, ils aménagent un village inca sublime avec des terrasses qui datent de 1000 ans. Ils vont construire un aéroport international pour amener plus de touristes. Vous y comprenez quelque chose, vous? Donc, il n'y a qu'une seule solution, qui est peut-être très primitive, c'est la lutte. C'est-à-dire qu'il faut aussi lutter chez nous, comme on l'a fait, et moi j'ai soutenu contre Notre-Dame-des-Landes, c'est lutter contre cet horrible centre commercial qu'on nous prépare à Gonesse. C'est sur des petites choses comme ça qu'on va s'aguerrir et qui aura évidemment une implication progressive des gens, une prise de conscience également par rapport au bilan carbone, par rapport à l'érosion des sites touristiques, par rapport aux révoltes à Venise, à Dubrovnik, à Madrid et à Barcelone, etc. C'est devant notre porte qu'on faut commencer à balayer, c'est se battre contre toutes ces atteintes à l'environnement qu'il y a même à Paris et autour de Paris. Voilà. Mais, voilà, on tombe d'accord. Mais j'irai pas au Machu Picchu, moi. Voilà, donc la lutte, c'est peut-être aussi le point de conclusion finalement face à tous ces bouleversements. Agir, réfléchir ensemble et puis inventer, créer de nouvelles manières aussi de voyager, d'aller à la rencontre de l'autre. Donc voilà, j'espère que ça aura été une discussion riche et inspirante pour vous. Je vous remercie de votre présence et de votre attention. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et de profiter aussi de la fin du Festival Atmosphère et de la cérémonie de clôture. Merci beaucoup.